Emmanuel Combe, bonsoir. Vous êtes vice-président de l'autorité de la concurrence et c'est vous qui venez d'infliger cette amende record, près d'1 milliard d'euros, à 13 géants des produits d'entretien et des produits de beauté. Ce sont des noms très connus, on parle de L'Oréal, de Gillette, de Procter, de Nivea. Vous leur reprochez, alors c'est une décision motivée, voici le rapport qui est à l'origine de cette amende de près d'1 milliard d'euros. Vous leur reprochez une entente illégale, des ententes illégales. Ça veut dire quoi exactement ? Qu'est-ce que vous reprochez à ces 13 groupes de... Alors, on leur reproche de s'être concertées entre elles pour les négociations qu'elles ont avec la grande distribution. Vous le savez, quand vous êtes un fabricant, vous allez discuter avec les distributeurs des hausses de prix. Avec Casino, Auchan, etc. Vous allez leur demander. Ouais. Et en général, dans un univers de concurrence, vous allez voir votre distributeur et puis vous négociez. Il y a du bluff, il y a de la négociation, mais vous ne demandez pas à vos concurrents quels sont les prix qu'ils vont eux-mêmes proposer à leurs distributeurs. Vous ne vous coordonnez pas avec eux pour, par exemple, décider ensemble des hausses de prix que vous souhaiteriez passer. Et la concurrence, c'est ce qu'ils ont fait ? C'est ce qu'ils ont fait comment vous le savez ? Comment vous avez repéré ou est-ce que... Non, vous savez que les ententes, par définition, sont secrètes, puisqu'elles sont interdites. Et en général, la souris est quand même très maligne par rapport au chat. Sauf que le chat s'est dit un jour, il y a peut-être une solution pour détecter ces ententes. C'est en fait de promettre au premier qui a participé à une entente et qui accepterait d'en révéler l'existence, de bénéficier de l'immunité. En clair, celui qui dénonce son appartenance à une entente, mais qui dénonce également celle de ses petits camarades, peut être immunisé. Attendez, comme dans les films de mafieux, vous dites, s'il y en a un qui balance ses petits copains, moi, la police, le juge, je lui garantis l'immunité. Alors, ça peut paraître en effet très... tout à fait. C'est ça, hein ? Oui, tout à fait. Okay, mais... Qu'est-ce qui a balancé en échange? Alors, c'est une entreprise, c'est dans la décision que l'on connaît tous. Et c'est Johnson qui Johnson & Johnson, l'américain. C'est K2R, Canard WC, etc. C'est lui qui a balancé L'Oréal, Gillette, les 12 petits copains. Alors, il y a deux ententes, attention. Dans ce secteur, il y a eu deux ententes. Il a il a révélé l'existence d'une entente dans les produits d'entretien. Ouais. Et il a notamment indiqué qu'il y avait des réunions dans un restaurant parisien au cours duquel les participants à l'entente discutaient de différents paramètres de la négociation commerciale. C'est pas vrai. Attendez, vous aviez les patrons de ces grands groupes qu'on vient de citer. Les directeurs commerciaux. Ils se retrouvaient dans une brasserie parisienne et disaient, alors Carrefour, on va lui dire qu'on est obligé. Moi, je vais exiger 2% de hausse. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Ils se mettaient d'accord comme ça? Non, ils ne se mettaient pas d'accord sur les prix, attention. Ils s'échangeaient les informations sur leurs intentions. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais cette pratique, pour revenir à notre sujet sur la clémence, cette pratique n'est pas spécifique à la France. Elle existe dans 28 États de l'Union européenne et vous avez une soixantaine de pays dans le monde qui la pratiquent. Vous allez au Brésil, vous allez dans d'autres pays, vous avez ces mêmes procédures. Dans les films mafieux, la balance, on lui fait la peau. Là, j'imagine que les petits copains qui ont été balancés par l'entreprise américaine Johnson, ils doivent être furieux contre Johnson. Il ne va pas avoir des mesures de représailles là, contre Johnson? Alors ça, il faudrait le demander aux entreprises. Par contre, il y a une chose dont on est sûr, c'est que dès qu'il y en a un qui vient finalement révéler l'existence de cette entente, les autres sont fortement incités également ensuite, soit à dénoncer également d'autres ententes. Et c'est ce qui s'est passé, puisque SC Johnson a dénoncé le premier, ce qui a permis de faire une perquisition dans ce fameux restaurant. Ouais. Quelques semaines plus tard, Colgate-Palmolive venait à son tour apporter des éléments extrêmement intéressants. Lui aussi s'est mis à table, du coup. Tout à fait, et surtout à dénoncer l'existence d'une autre entente dont nous ignorions l'existence dans le domaine des produits d'hygiène. Du coup, il a eu l'immunité aussi, Colgate? Tout à fait, sur le second secteur. Donc vous avez deux entités, mais ce sont des pratiques relativement courantes et je ne crois pas qu'il faille avoir une posture, je dirais, trop morale. Attention, il ne s'agit pas de dénoncer des pratiques, je dirais, licites. On est bien dans la dénonciation de pratiques qui sont interdites, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir ce que l'on veut. Souhaite-t-on véritablement lutter contre ces pratiques, auquel cas il faut s'en donner les moyens, ou reste-t-on sur des techniques plus classiques qui rendent la détection extrêmement compliquée? Ce qui est incroyable, c'est qu'on dit souvent que les distributeurs, ce sont des requins qu'ils arrivent à obtenir, à faire craquer les vendeurs. Et là, vous dites, bah non, les distributeurs, ils se font avoir par ces grands groupes de cosmétiques qui arrivent à s'entendre entre eux et à leur imposer des hausses de tarifs. Alors, à leur imposer, en tout cas, ils se sont concertés entre eux pour leur faire passer des hausses de prix. Et par définition, ça devenait très difficile pour le distributeur de faire jouer le jeu de la négociation, puisque dans une négociation, par définition, vous pouvez jouer un fournisseur contre l'autre.
Ouais. Or, ils s'étaient entendus non seulement sur les paramètres de la négociation, mais également sur les arguments qu'ils allaient opposer aux distributeurs pour justifier les hausses de prix. Alors, on parle de quels produits, là? On parle de produits d'entretien Alors, vous avez deux secteurs, les produits d'entretien, les nettoyants, ménagers, la vaisselle, etc. Vous avez des marques, vous pouvez en citer? Des marques, il y en a beaucoup. Il y a Schwarzkopf, mais je ne veux pas être dans la délation, je crois, enfin la dénomination. Parce qu'il y a tous les grands noms. Hein. Grosso modo, vous avez quasiment toutes les grandes marques qui sont dans l'UNR. Il faut bien voir que ces acteurs représentaient, dans le secteur de l'entretien, 70% du marché. Ouais. C'est un marché sur lequel les marques sont souvent des marques très fortes. Ouais. Ce qu'on appelle les marques de distributeurs. Vous savez, les marques des distributeurs n'ont pas une part de marché très importante, de l'ordre de 10 à 15%. Donc on est sur des marchés quand même très oligopolistiques. Et l'entente a justement produit ses effets. Qui sont les victimes de ces ententes? Bien, je dirais... En premier lieu, les distributeurs, puisque par définition, ils n'ont pas pu négocier les meilleurs prix, mais également les consommateurs. Pourquoi? Parce que si vous parvenez à obtenir des hausses de prix, à faire passer des hausses de prix auprès des distributeurs, les distributeurs, à l'époque des faits, n'avaient pas d'autre choix que de les passer aux consommateurs. Pourquoi? Parce que le prix de revente était fixé en fonction du prix auquel ils avaient eux-mêmes acheté. Alors, les amendes, il y en a pour près d'1 milliard d'euros. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est le consommateur qui va récupérer... sous une forme ou sous une autre, ce milliard d'euros qui lui a été volé, vous venez de nous expliquer, par des hausses de prix fictives. Dans un premier temps, en tout cas, c'est l'État qui va récupérer cette somme-là. Ah, c'est un chèque public, un chèque pour le Trésor public? Ah, bien entendu, les amendes viennent sanctionner une infraction à l'ordre public. On est bien dans la sanction d'un ordre public. Oui, mais pour nous, consommateurs, ça nous fait une belle jambe, quoi. Vous pouvez considérer que si l'État est plus riche, il construira des écoles et des hôpitaux. Donc, in fine, cela reviendra bien indirectement aux consommateurs. Mais nous sommes bien d'accord, nous ne sommes pas dans une logique de réparation. L'objet de l'autorité de la concurrence n'est pas de restituer directement aux consommateurs. Alors, bon, cette affaire est spectaculaire parce que les montants sont énormes, mais il y a des tas de cartels comme ça que vous avez débusqués. Il y a le cartel des lessives, les téléphones. Et là, alors, les autoroutes, en ce moment, il y a feu sur les autoroutes. On oublie que pourquoi il y a feu en ce moment sur quel a été le premier à avoir dénoncé la rente des autoroutes? C'est vous? C'est l'autorité de la concurrence. C'est vous qui êtes à l'origine là de ce grand... C'est un sujet complètement différent. Hein. Ouais. Nous sommes dans un avis. Les avis n'engagent que celui qui les donne. Alors, nous ne sommes pas dans du contentieux. Il n'y a pas eu de sanctions. Et en effet, vous avez raison. L'autorité a rendu un avis il y a quelques mois dans lequel elle soulignait le fait que les taux de rentabilité des autoroutes paraissaient relativement élevés au regard des risques qu'elles prennent. Et elle a notamment pointé du doigt un fait assez important. C'est la manière dont sont fixées les évolutions de tarifs, qui sont assez mécaniques, qui sont indexés sur l'inflation, et l'autorité appelle de ses voeux une autre manière de fixer l'évolution de ces tarifs qui prennent plus en compte d'autres paramètres tels que l'évolution du trafic. Alors sur les autoroutes, il n'y a pas de concurrence. Ils ont le monopole. Est-ce qu'il y a des secteurs comme ça où vous diriez ce serait bien qu'il y ait un peu plus de concurrence et je dirais, au fond, l'enjeu n'est pas tellement de savoir s'il faut plus de concurrence ou pas. La question, c'est... Dans un secteur, y a-t-il une libre entrée ou pas? Moi, je suis incapable de vous dire s'il faut qu'il y ait 3, 4, 5 ou 6 opérateurs dans un secteur. Par contre, une chose dont je suis sûr, c'est qu'un secteur doit être ouvert à de nouveaux entrants. Prenez l'exemple des professions réglementées. C'est bien, me semble-t-il, aujourd'hui l'enjeu. Pour répondre à votre question de manière très claire, je crois que... La loi Macron sur les notaires, etc., vous dites les avocats, bravo. Et vous regrettez que, par exemple, les pharmacies, ils aient reculé devant les pharmacies? Alors, l'autorité de la concurrence, vous le savez, préconisait une ouverture très contrôlé. Il ne s'agit pas de remettre en cause le monopole. Pour que les médicaments sans ordonnance puissent être vendus en grande surface? Cela est fait dans de nombreux pays, notamment en Italie. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'après on surconsomme des médicaments. Ce n'est pas en tout cas ce que nous avons observé dans les expériences notamment italiennes. Donc c'est un argument qui est souvent avancé. Ouais. Je n'ai pas à ce jour la démonstration que la baisse du prix des médicaments entraîne une surconsommation. Attention, nous parlons bien d'une baisse de prix et d'une ouverture qui est strictement encadré. Il ne s'agit pas de vendre des médicaments n'importe où et par n'importe qui. Mais pour revenir à votre question sur quels sont les sujets, les secteurs qui sont susceptibles d'être ouverts à la concurrence, je crois qu'en effet, les professions réglementées, l'enjeu n'est pas seulement de faire baisser les prix, c'est surtout d'attirer des jeunes, de créer de l'emploi, de mettre un petit peu d'air et de dynamisme dans ces secteurs. Merci Emmanuel Combe, donc vice-président de l'autorité de la concurrence, d'être venu nous parler de cette amende record qui concerne les sociétés de produits d'entretien et de produits de beauté. Merci. Restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.